moment où la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, présente les orientations de la loi santé, la question qu'on peut se poser, c'est peut-on, et surtout comment, réformer le système de soins? Alors pour en parler, un patient, en tout cas un représentant de patient, et surtout un observateur avisé, Christian Saout, vous avez été président de AIDE, du CSIS, qui est le collectif interassociatif sur la santé, vous avez été président aussi de la Conférence nationale de santé, et vous venez de sortir un livre très très bien, très documenté, qui s'appelle Santé citoyen, où vous vous posez, in fine, cette question, comment réformer le système de santé? Vous êtes assez sévère. Alors, la ministre sort son plan santé très prochainement. Quel est votre regard sur quels sont les leviers pour pouvoir réformer le système de santé? Les leviers pour réformer, c'est d'abord de reconnaître la vérité telle qu'elle est. C'est que, notamment dans ce système de santé, il y a 30% d'actes inutiles, 30% de soins non pertinents, 30% de 175 milliards d'euros à l'assurance maladie. Ça fait beaucoup d'argent. Et ça fait beaucoup d'argent pour... Est-ce qu'on les a repérés, ces actes inutiles? Parce qu'on en parle depuis un certain temps, mais on n'y arrive pas, c'est difficile. Domaine par domaine, on commence à le voir. Là, il y a des études qui viennent de sortir sur le fait que d'un département à l'autre, on opérait 4 fois plus de la prostate. Donc ça veut dire qu'il y en a au minimum 2 de trop. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut regarder. La pertinence des soins, ça doit être l'horizon de la réforme. Et alors, s'il n'y a pas de pertinence, en tout cas pas assez de pertinence, c'est que le système, et vous le dites, n'est pas organisé. Non, le système n'est pas organisé, c'est des juxtapositions, la prévention à côté du soin, le soin à côté du médico-social, et pas de lien entre tout ça. On peut avoir de très très bons soins à l'hôpital, et puis avoir des conditions de sortie qui soient calamiteuses. D'ailleurs, un Français sur 2 sort de l'hôpital sans lettre de sortie pour son médecin généraliste, ou sans lien avec la prise en charge de ville. Voilà, au mieux, on arrive à faire un peu d'hospitalisation à domicile, mais le plus souvent, tout ça est assez mal fait. Alors on s'aperçoit qu'on peut faire des lois, il y a eu la loi de 2004, il y a la loi Roselyne Bachelot auquel vous étiez plus ou moins associé, et puis il va y avoir une nouvelle loi, et en fin de compte, il faut que les acteurs du système de soins, les professionnels, les patients aussi, que vous représentez, s'approprient ce système. Et c'est là où ça pêche. Comment faire? Mais ça pêche parce que d'abord, on ne comprend pas le système. Il y a ce que les économistes appellent l'asymétrie d'information entre les utilisateurs du système et les producteurs de soins. On ne comprend pas comment ça marche, on manque de ce qu'on appelle un GPS de santé. On serait étonné en allant simplement outre-Manche ou sur le site du NHS Choices, on peut taper l'endroit où on l'habite, la maladie qu'on a et une distance comme 80 km, et on a toutes les réponses sanitaires à 80 km de son domicile. Mais le patient ne peut pas choisir, il n'a pas les informations. Si, parce que le système anglais vous dit à quel endroit c'est de bonne qualité, à quel ça l'est de moins bonne qualité, ce que ne fait pas le système français, où tout est un peu confondu. On refuse de noter, d'apprécier, de dire ici c'est mieux, là c'est moins bien, ici vous aurez ci, là vous aurez ça. Donc tant que le système n'est pas transparent, tant que le niveau d'information n'est pas bon, on aura du mal à réformer. Alors ce que vous dites dans vos livres, c'est pas forcément plus d'État, c'est pas forcément moins d'État non plus, non. Mais c'est un État qui régule. Un État qui régule, un État garant, oui. Parce qu'au fond, on sait très très bien faire ça depuis longtemps, associer des personnes privées à la maîtrise d'un service public. Ce n'est pas une innovation étonnante, hein. Donc on sait faire, donc simplement il suffirait de définir les règles. Et là c'est un petit peu ennuyeux parce que l'État est en même temps acteur, organisateur, régulateur, tout ça n'est pas très très sain. Et il y a un double pouvoir en quelque sorte, il y a l'État qui gère les hôpitaux, l'assurance maladie qui gère la médecine de ville. Est-ce qu'il faut réunir tout ça dans une nouvelle agence ou quelque chose de nouveau? Je ne sais pas si c'est une nouvelle agence, en tout cas c'est sûr que ça ne va pas un système à 2 têtes. Je veux dire, il y a une tête qui dit qu'on va à gauche, l'autre tête qui dit qu'on va à droite, donc ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut absolument réunifier. D'ailleurs aujourd'hui, les acteurs du système reconnaissent qu'on doit d'ailleurs avoir plus de liens entre le ministère lui-même et l'assurance maladie d'autre part. Mais personne n'ose aller jusqu'au bout du bout, dire qu'il faut fusionner au fond la direction générale de l'organisation des soins avec l'assurance maladie. Et pourquoi ce blocage alors? Pourquoi? Parce que je pense que c'est culturel. Et puis il y a aussi des intérêts de différentes parties prenantes. Les gens, il y a des corporatismes, chacun défend son territoire. Chacun défend son territoire, y compris l'administration publique, qui est bien contente d'avoir d'un côté l'assurance maladie, de l'autre côté les services du ministère, de l'autre côté les directeurs d'hôpitaux. Tout ça est un jeu qui est très installé depuis plus d'un demi-siècle maintenant, et dans lequel les patients ont du mal à faire valoir leurs préoccupations et leurs attentes. Alors vous militez depuis déjà quelque temps pour une stratégie de santé avec quelques objectifs, pas un plan avec 100 mesures. Non, ça ne servira à rien. Marisol Touraine l'a repris, cette idée d'avoir quelques objectifs peu nombreux avec des indicateurs. Là, vous êtes content? Bah oui, parce que c'est au moins
à peu près plus simple. Les Anglais ont 3 objectifs. Ils en ont un pour ce qui est en gros l'enfance et l'adolescence, ils en ont un pour l'âge adulte et ils en ont un pour le 3e âge. Voilà, c'est extrêmement facile à comprendre, c'est extrêmement simple. On sait qui a fait, qui doit faire quoi, à quel moment et dans quelle stratégie partagée par l'ensemble des acteurs. Donc c'est ça qui nous manque. Et alors face le deuxième grand pan de la loi santé de Marisol Touraine, c'est face à l'explosion des maladies chroniques, développer les soins de proximité de ville avec le médecin généraliste. Et là, manifestement, on voit qu'on a du mal, les médecins généralistes ont beaucoup de travail, ils ne sont pas très bien payés. Oui. Comment on peut sortir de ça? Est-ce que c'est en rajoutant d'autres professionnels pour aider les patients à gérer leur pathologie chronique? Pour l'instant, ce n'est pas le choix qui est fait. Le choix qui est fait, c'est de coordonner les professionnels de santé sur le terrain. Mais je ne suis pas sûr que parce qu'on coordonne les professionnels de santé, on facilitera les parcours de soins ou qu'on accompagnera mieux les patients. Probablement, ça sera plus facile d'exercer collectivement, collégialement, le métier. On fluidifiera le parcours de soins quand même. C'est un plus ou pas? Je ne sais pas. Personne n'a fait cette démonstration-là. C'est sûr qu'en coordonnant les professionnels de santé, on va améliorer la prise en charge entre professionnels de santé. Oui, mais s'il y a un compte rendu d'hospitalisation qui est envoyé très rapidement par voie électronique, ça sera mieux quand même. Vous avez raison, Philippe. Il ne faut pas être trop pessimiste. Il faut dire que ça marche, parce voilà, que c'est un pari. Oui. C'est un pari sur l'avenir. Je ne voudrais pas que la coordination des professionnels de santé fasse du bien aux professionnels de santé et n'améliore pas le parcours de soins. Mais c'est un vrai défi. Oui, mais le but, c'est quand même d'améliorer le parcours de soins. C'est le but qui est annoncé, mais je ne suis pas sûr que tel qu'on le présente aujourd'hui, en disant on va donner à un tel et un tel des forfaits de coordination, c'est pas parce qu'on donne un forfait de coordination qu'on a la garantie que la coordination sera faite. Oui, ah oui, parce qu'on a déjà vu ça, donner des forfaits de coordination, c'est pas une innovation. On a déjà vu des forfaits ceci, des forfaits cela, des forfaits de santé publique, sans que ça ait amélioré la santé publique en France. Alors, le dernier grande partie de la loi santé, c'est ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, c'est le patient. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis 2004, la loi sur les droits des patients, est-ce qu'on a beaucoup progressé? Quelles sont les difficultés, encore les 2-3 difficultés qui demeurent? Est-ce que le patient est assez accompagné? Non, parce que d'abord, je pense qu'on a voté la loi du 4 mars 2002 haut les cœurs, sans trop réfléchir à ce que ça voulait dire la démocratie sanitaire. Et 10 ans après, 12 ans après, on se pose la question de savoir, mais au fond, c'est quoi? De quoi avons-nous besoin pour aider les patients? Et moi, je pense honnêtement qu'il faut que les associations de patients deviennent des acteurs du système de santé, de la même manière que les associations de personnes handicapées ont été des acteurs de la prise en charge des personnes handicapées. C'est elles qui fabriquent les actions d'insertion, c'est elles qui fabriquent les actions d'accompagnement, parce qu'au fond, ce sont elles qui savent. Alors la question qui est aujourd'hui posée, c'est... Ils savent, oui, ils savent une partie. Une partie. Mais pas l'autre. Pas l'autre. Mais voilà, la question en tout cas, c'est qu'ils ont démontré sur la partie qui les concernait qu'ils savaient répondre, notamment en lien avec les besoins des personnes elles-mêmes. Donc le pari, c'est celui-là. Est-ce qu'on aura un système de santé qui est capable d'accompagner les patients, ou est-ce qu'au contraire, il faut que cet accompagnement se situe en dehors du système de santé, en lisière avec lui, en phase avec lui, mais à l'extérieur? C'est un vrai sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'avoir un système de santé qui ne voit que des organes, des traitements ou des interventions chirurgicales, ou qui est capable de voir le patient dans une approche globale? Et ça peut être qui autour alors? Ça peut être notamment les associations de patients, mais ça peut aussi probablement être les complémentaires pour une part, et puis ou l'assurance maladie. Ou l'assurance maladie pour d'autre part, parce qu'on voit bien qu'ils font déjà des choses aujourd'hui sur l'accompagnement des diabétiques ou sur l'accompagnement des femmes qui viennent d'accoucher et qui rentrent à domicile. Donc voilà, les jalons sont posés. La question c'est, est-ce que c'est à l'assureur public d'accompagner? Est-ce que c'est aux professionnels de santé d'accompagner? Est-ce que c'est aux complémentaires d'accompagner? Est-ce que c'est à la société, au travers des associations, d'accompagner les patients? C'est le vrai sujet. Cette nouvelle loi santé optimiste ou pessimiste, c'est la énième, on va dire. La ministre y a beaucoup travaillé, ça fait 2 ans et demi qu'elle est annoncée. Est-ce que c'est un pari, vous disiez? C'est un pari. C'est un pari. Moi, j'aurais rêvé qu'on puisse acheter en librairie la stratégie nationale de santé de la France, comme on peut acheter aujourd'hui la stratégie nationale de défense de la France. Je crains malheureusement que le texte relatif à la stratégie nationale de santé ne soit pas un succès de librairie. C'est bien dommage, parce que j'aurais bien aimé que tous mes concitoyens sachent ce que la France veut faire en matière de santé, quels sont les objectifs. Voilà, parce qu'au fond, c'est ce qu'on a réussi dans le domaine, je prends cet exemple-là de la défense nationale, mais on pourrait en prendre d'autres exemples. On sait à peu près où on va. Là, je veux dire, on ne sait toujours pas, au fond, à part de dire... Est-ce que les militaires obéissent, les professionnels sont plus atomisés? Et on va peut-être, c'est probable. Merci beaucoup, Christian Saout.